Bonjour tout le monde, je vais attendre que tout le monde arrive. Ça commence déjà, on est déjà une trentaine. Voilà, donc un petit live aujourd'hui, questions-réponses. Donc normalement, j'aurais voulu faire mon live dehors à l'extérieur, mais il vient d'avoir un orage, un gros orage. Donc je fais mon live à l'intérieur. Je voulais vous montrer le paysage, mais malheureusement, il pleut, il y a un orage. Donc je ferai peut-être une autre story en vous montrant le paysage. Bonjour tout le monde, hola. J'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui live questions-réponses. Donc j'ai déjà reçu pas mal de questions. Donc je vais répondre aux questions que j'ai reçues et vous pouvez me poser d'autres questions et j'y répondrai donc à la fin de la vidéo. Ok, c'est parti. Donc première question, quand utiliser il faut et il faut que? Donc les deux formes il faut et il faut que indiquent une chose nécessaire, une obligation. Okay, les deux ont la même fonction, elles indiquent quelque chose qui est nécessaire et une obligation. La différence, donc, hop, oups, j'ai perdu mes petites notes, ah ici. Donc la première différence, donc il faut plus infinitif, donc on va utiliser il faut plus infinitif. Il s'agit d'une obligation, on va dire en général, pour tout le monde. Par exemple, il faut faire du sport 30 minutes par jour. C'est une obligation pour tout le monde, c'est pas visé, c'est pas ciblé. Par contre, il faut que, qui est toujours suivi du subjonctif, va être une obligation ciblée. Ok, c'est toujours suivi d'un pronom personnel, c'est ciblé. Par exemple, il faut que tu, donc toi, tu, fasses du sport. Ok, donc il faut que plus infinitif, c'est une obligation générale. Il faut que plus subjonctif, c'est une obligation, on va dire, plus ciblée, qui cible quelqu'un. Voilà pour la première question. Alors, deuxième question, parles-tu une autre langue? Alors, je parle anglais. Je peux pas dire que je suis bilingue. Je dirais qu'à l'oral, j'ai un niveau B1. Et tout ce qui est compréhension orale écrite et expression écrite, je dirais plus que j'ai un niveau B2. Voilà pour la deuxième question. Alors, troisième question. Quelle est la différence entre que et dont? Donc ça, c'est une question qui revient souvent parce que c'est pas évident en français les pronoms relatifs. Donc que et dont, comme j'ai dit, ce sont des pronoms relatifs et ils ont tous les deux la même fonction. Ok? Leur fonction, c'est de remplacer le COD, le complément d'objet direct dans une phrase. Donc par exemple, que remplace le complément d'objet direct dans une phrase. Donc par exemple, la chose que j'adore, c'est les pommes. Donc ici, que remplace la chose. La chose que j'adore, c'est les pommes. Et dont, lui, a la même fonction, sauf qu'il va remplacer le COD, donc le complément d'objet direct, dans une phrase qui est introduit par la préposition de. Par exemple, le canapé dont je te parle est ici. Ok, et je vais vous montrer un autre exemple si je le retrouve. Voilà, donc le canapé dont je te parle est ici. Je te parle de ce canapé, il est ici. Ok, donc c'est parler de quelque chose. Je te parle de ce canapé, il est ici. Donc on va utiliser ici dont. Le canapé dont je te parle est ici. Ok, donc ça c'est... je comprends que ça peut être très compliqué parce que c'est pas naturel. Mais il faut réfléchir, voilà, dans une phrase, est-ce que j'utilise un verbe avec la préposition de ou une subordonnée avec la préposition de? Dans ces cas-là, on va utiliser dont. Voilà. Canapé, c'est quoi? Canapé, un sofa, quelque chose qui est dans le salon, dans lequel on s'assoit pour regarder la télé. Voilà, coach en anglais, très bien. Qui est votre chanteur, chanteuse française préféré? C'est un peu dur comme question, mais on va dire, j'en ai choisi 3, j'en ai pas un particulier.
J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, qui est un chanteur qui n'exerce plus, qui est un chanteur des années 80-90. Mais j'aime beaucoup ses chansons et il est aimé de tous les Français. J'aime beaucoup Vianney aussi. Vianney qui est un chanteur plus récent, qui a des très jolies chansons. Et j'adore aussi Angèle, qui est pas française mais qui est belge, mais elle chante en français. Donc c'est une chanteuse aussi que j'aime beaucoup. Voilà, on va dire que c'est mes 3 chanteurs préférés français, même si j'avoue que je préfère la musique anglophone. Alors, question suivante. Où trouver des amis français avec qui pratiquer? Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Donc ce que je vous conseille faire, c'est de télécharger ces applications-là, donc Live et HelloTalk. Donc Live, c'est 2 applications qui permettent de trouver des partenaires de langue, pas forcément en français, dans toutes les langues, mais c'est quelque chose de très utile. Donc Live, c'est un peu comme un Tinder, mais version langue. Ça vous met en relation, en fait, en contact avec des personnes autour de vous ou dans le monde qui souhaitent apprendre une langue. Et par exemple, si moi je vais apprendre l'anglais, je vais chercher quelqu'un qui parle anglais et une personne aussi qui veut apprendre le français. Comme ça, on va pouvoir chacun apprendre la langue maternelle des 2 personnes. Et HelloTalk aussi qui est un peu le même système d'applications qui permettent de trouver plein d'amis francophones. Voilà. Alors, question suivante. Quelle est la différence entre quasiment et presque? Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Ce sont des synonymes. Ils ont le même sens. Okay, donc, je suis presque arrivée. Je suis quasiment arrivée. Ça a le même sens. Si on veut aller plus loin dans les détails, on va dire que la différence, c'est que quasiment est considéré comme un peu plus littéraire. C'est un mot qu'on va dire un peu plus ancien, mais il revient un peu à la mode et on l'utilise en disant quasi. Je suis quasi arrivée. Et là, dans cette utilisation, on va dire que c'est un peu plus familier. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre quasiment et presque. Ce sont des synonymes. Question suivante. Comment prononce-t-on ananas ou ananas? Donc c'est la question, est-ce qu'on dit ananas ou ananas? Et la prononciation correcte, donc la prononciation correcte est ananas. Ok? Donc normalement on ne prononce pas le S, on dit ananas. Même si j'avoue que moi je dis ananas. Donc c'est pas bien, mais voilà, ça aussi c'est régional. Alors, question suivante. Comment on peut comprendre les phrases et l'accent belge? Y a pas, c'est comme comment comprendre le français et l'accent français, il n'y a pas 20 000 solutions. Donc ce que je peux conseiller, dans la mesure du possible, d'aller vivre en Belgique, c'est le meilleur moyen de se familiariser avec l'accent et les expressions belges. Sinon, si c'est pas possible, ce qui peut arriver, c'est de regarder du contenu belge sur YouTube. Donc ce que je conseille, qui est pas mal, il y a la Minute Belge, qui explique des expressions belges et la différence entre le belge, le français belge et le français de France. Il y a aussi Luffy, qui est, je pense, la youtubeuse belge la plus connue. Donc c'est une youtubeuse qui fait des vidéos de beauté, mais aussi des vidéos un peu plus de lifestyle, et elle fait aussi également des vidéos avec des caméras cachées, donc c'est aussi sympa. Et il y a aussi comme youtubeur Guillaume qui a vraiment lui un bel accent belge, donc parfait pour s'améliorer dans l'accent belge et les expressions belges. Alors ensuite, question suivante. Le mot Aïd, est-ce que c'est un mot masculin ou féminin?
C'est un peu d'actualité. Donc haït, c'est un mot masculin. Voilà, même moi je l'ai appris parce que je le savais pas. Je savais pas forcément que c'était un mot masculin ou féminin. Et en tout cas, merci à la personne qui a posé cette question parce que j'ai appris également une chose ce soir. Alors ensuite, question suivante. Pouvez-vous recommander des livres en français? Alors je vais essayer de retrouver ma diapo parce qu'évidemment c'est pas dans le bon sens. Il y a 3 livres que je vais recommander. Un pour les débutants, un pour les intermédiaires. Voici. Donc je recommande pour les niveaux, on va dire débutants, un classique, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je pense que c'est un livre qui est peut-être le plus accessible pour les débutants. Pour les niveaux B1, B2, je recommanderais tous les livres de Gilles Le Gardinier, qui écrit des romans très, très drôles, très... Voilà, sans prise de tête, vraiment good feeling, on va dire. Mais qui a une très belle écriture, enfin j'aime beaucoup. Et également tous les livres de Laurent Gounel, donc lui qui écrit des romans un peu plus peut-être philosophiques, mais c'est vraiment, vraiment super bien écrit également. Et un français également qui est aussi accessible. Après, pour les niveaux avancés, je conseillerais tous les livres de Jules Verne également, qui est un écrivain qui a écrit des livres magnifiques et qui est un des seuls qui arrive à faire voyager autant avec ses livres, mais qui a une écriture peut-être plus complexe, donc à conseiller au niveau B2 et plus. Voilà, c'était pour cette question les livres que je recommande. Ensuite, question très intéressante. Comment retenir si un mot est masculin ou féminin? Alors ça, c'est The Question en français, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors, j'ai 3 astuces. C'est pas des astuces miracles, parce qu'il n'y a aucune logique dans ça, mais ce sont quand même des astuces. Ma première astuce, c'est d'avoir toujours sur soi un petit carnet, surtout pour les personnes qui ont une mémoire visuelle. Ça peut être sur le téléphone si jamais, comme vous voulez. Et dès que vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire en français ou que vous faites une erreur sur un mot, sur le masculin féminin d'un mot, directement vous prenez votre carnet, vous notez, bon c'est cliché, mais en rose le mot au féminin, par exemple une cerise, c'est un mot féminin donc je le mets en rose, et un mot masculin en bleu. Donc par exemple un cerisier c'est un mot masculin, donc je le note en bleu. Donc ça peut être une astuce qui peut aider, donc surtout si vous avez une mémoire visuelle, qui peut aider. Deuxième astuce, c'est de prendre une personnalité connue, que tout le monde connaît, ou qui vous inspire, qui vous parle. Une personnalité, donc par exemple une femme, donc moi j'ai pris la reine d'Angleterre. Faut dire les gens qui rigolent. Et je sais pas si y aura peut-être un document, un Google Doc ou Word, mettre la photo de la reine d'Angleterre, mettre le mot, le mot de vocabulaire que vous voulez apprendre et notamment son genre, par exemple une cerise, et vous imaginez la reine manger une cerise. Donc voilà, là c'est vraiment de la mémoire visuelle et même de la mémoire kinésique. Donc c'est pour retenir, c'est une mémotechnique pour retenir que le mot cerise est féminin. J'imagine une femme, j'imagine la reine d'Angleterre manger une cerise. Et pareil pour un mot masculin. Donc par exemple, moi j'ai pris Elvis Presley. Donc un mot masculin, un micro. Bon, c'est assez simple avec Elvis Presley. J'imagine Elvis Presley avec un micro. Voilà, donc une petite astuce mémotechnique pour retenir masculin-féminin. Ma dernière astuce, donc là ça va plus être pour les personnes qui ont une mémoire auditive, donc qui retiennent par l'audio. Donc ce qui est possible, c'est d'enregistrer avec une voix de femme. Donc je sais qu'avec Google, sur Google Trad, vous pouvez le faire. Vous enregistrez le mot féminin avec une voix de femme, donc par exemple une cerise,
et vous enregistrez le mot masculin avec une voix d'homme, par exemple un cerisier. Donc ça peut être utile pour les personnes voilà, qui ont une mémoire visuelle, une mémoire kinésique ou une mémoire auditive. C'est toujours bien de savoir comment on mémorise les choses. Ça permet d'avoir des petites astuces comme ça pour mémoriser. Voilà. Alors, question suivante. Quelle est la situation de la Covid-19 ? C'est un mot féminin maintenant. En France. Donc la situation de la Covid-19 en France est pas terrible. En ce moment, il y a une hausse des cas, donc une hausse des personnes qui sont contaminées par la Covid-19. Donc il y a une hausse de 54%. C'est assez important. Du coup, suite à cette hausse, le gouvernement français, Emmanuel Macron, a pris la décision du port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. Donc n'importe quel lieu public, musée, hôtel, restaurant, magasin, il faut le port du masque obligatoire. Et on va dire une dernière actualité, c'est que le taux de décès des personnes de la Covid-19 diminue ou reste stable. Donc, ça, on va dire, c'est une bonne nouvelle. C'est pas... Je sais pas si on peut dire que ce soit une bonne nouvelle, mais c'est déjà bien dans la situation dans laquelle on est, parce que c'est un peu compliqué chez tout le monde. Et en France, ça allait mieux, mais c'est en train de recommencer, comme dans tous les pays d'Europe. Voilà. Alors, ensuite, on m'a demandé la prononciation, la différence entre le et les au niveau de la prononciation. Donc le se prononce le avec le son E, comme la lettre E, donc le. Les se prononce avec comme s'il y avait un accent aigu, donc les. Le et les. Alors après, ça se peut que vous allez entendre avec différents accents de France, que par exemple moi je sais que je l'ai un peu, le lait qui sonne vers le lait, mais bon, normalement c'est le et les. La bonne prononciation de ce mot. Voilà. Alors, question suivante. Où est-ce que tu habites ? Alors, actuellement, j'habite en Belgique, à côté de Bruxelles. Donc souvent, on me demande est-ce que tu es belge ? Non, je ne suis pas belge. Je suis française. Je suis une Française qui vit en Belgique, ça arrive. Voilà. Et actuellement, je ne suis pas en Belgique. Actuellement, je suis en France, près de Lyon, chez ma famille. Voilà pour cette question. Alors j'avais une autre question de prononciation. Donc comment on prononce le mot deuil ? Donc deuil, c'est toujours le son qui est difficile pour les personnes qui apprennent le français, c'est le son œil. Donc il a tout à fait deuil à cette prononciation. Donc ça se prononce deuil, ok, deuil. Si vous savez déjà prononcer œil, c'est déjà bien, et vous rajoutez un D. Donc ça donne deuil. Voilà, alors j'ai une autre question encore de prononciation. On va toutes les faire, les questions de prononciation. Comment se prononce ce, cette et cette ? Donc, ça se prononce ce avec le son E, ce. Et les deux suivants se prononcent de la même façon. Cette, cette. Ok, donc par exemple, ce chien, cette école et cette famille. Ce, cette, cette. Voilà pour la question prononciation. Alors ensuite, on a une question un peu plus de grammaire. Pourquoi on dit elle lui en veut et pas elle l'en veut ? Alors, si on dit pourquoi elle lui en veut, c'est parce que le verbe en vouloir, se construit de cette façon. En vouloir à quelqu'un. Et quand un verbe se construit avec la préposition à, en vouloir à quelqu'un, c'est le quelqu'un va être le COI, le complément d'objet indirect. Donc dans une phrase, on va utiliser un pronom COI. Donc on va dire elle lui en veut. Okay, donc quand on a un COI, on utilise un pronom COI. Donc ici, c'est lui. Pourquoi elle lui en veut ?
Ok, alors, dernière question, mais pas des moindres. Pourquoi êtes-vous devenu professeur? Parce que ça n'a pas tout de suite été une évidence. Bon, quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Enfin, personnellement, moi, je ne savais pas tout de suite ce que je voulais faire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai toujours adoré, et encore maintenant, apprendre. J'ai toujours adoré l'école et j'aimais beaucoup les matières littéraires, notamment les langues. J'aimais beaucoup l'histoire. Donc ça a un peu été une évidence, par contre, que j'allais me diriger vers un métier où je vais utiliser les langues. Et par la suite, avant de devenir professeur, j'ai travaillé dans le monde du commerce. En fait, je voulais travailler dans le commerce international pour pratiquer les langues. J'ai détesté. J'ai pas du tout aimé ça. Bon, après, c'est peut-être une mauvaise expérience que j'ai eue. Donc par la suite, je me suis dirigée vers l'enseignement. En fait, j'ai fait une expérience professionnelle, ce qu'on appelle en France un service civique. J'ai travaillé dans une mairie où je gérais des activités périscolaires pour une école. Et c'est là où j'ai vraiment su que, enfin, où il y a eu un tilt, on va dire, que j'adorais enseigner et partager. Et donc j'ai commencé des études pour devenir professeur de FLE, de français langue étrangère. Pourquoi le français? Parce que d'un côté, ça réunissait mes deux passions, donc enseigner, et c'était aussi une possibilité de voyager. Parce que normalement, on n'enseigne pas toujours le français en France, donc ça a été une opportunité, c'est une opportunité pour voyager. Bon, là, j'enseigne le français en ligne, mais c'est toujours une opportunité pour voyager parce que dès que j'ai des étudiants et qui me racontent leur vie dans leur pays, j'ai vraiment l'impression de voyager avec eux. Et je crois que c'est vraiment une chose que j'adore dans ce métier-là. C'est parce que j'arrive vers ma famille et je leur dis: ah bah j'ai une étudiante aux États-Unis, bah il fait beau. Ou par exemple, je sais pas, par rapport à la situation de Covid, je sais toutes les informations dans tous les quatre coins du monde et je trouve ça vraiment génial. Et je crois que c'est vraiment une chose que je préfère dans mon métier. C'est pas seulement enseigner, mais c'est aussi apprendre de la culture des autres. C'est vraiment quelque chose que j'adore et de comparer nos cultures, je trouve ça vraiment génial. Et ben voilà, c'est Philippe pour les questions. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont participé, qui ont répondu aux questions donc, des stories précédentes et pour ceux qui sont présents. Donc maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai eues en direct. Alors, j'ai une question en espagnol. Comment? Alors, je pense que c'est de l'espagnol ou du portugais, je sais pas, mais je pense que la question c'est comment commencer à apprendre le français? J'imagine que c'est ça la question. Comment commencer? C'est vrai que quand on commence, on sait pas par où commencer. Le meilleur moyen, alors ça dépend si vous êtes autodidacte, si vous êtes structuré. Si vous êtes assez autodidacte, le meilleur moyen c'est de se cibler des objectifs. Peut-être un objectif principal, donc je sais pas pourquoi vous voulez apprendre le français. Si c'est pour vivre en France, c'est l'objectif principal. Et ensuite de là, trouver des objectifs intermédiaires qui vous permettent de réaliser cet objectif principal. Par exemple, mon objectif d'aller vivre en France, pour aller vivre en France, j'ai besoin de savoir connaître, faire mes courses en France, aller au supermarché en France. Donc j'ai besoin de connaître les aliments, la nourriture. Donc je vais étudier le vocabulaire des aliments, de la nourriture. Pour parler des aliments, de la nourriture, j'ai besoin de connaître les articles partitifs. Donc je vais apprendre ça, etc. Voilà, donc ciblez bien votre objectif principal, vos objectifs intermédiaires qui vont vous aider à atteindre l'objectif principal. Et c'est une bonne façon de commencer. Voilà. Comment améliorer mon vocabulaire? Alors, le meilleur moyen de améliorer son vocabulaire, c'est vraiment de se plonger dans la langue française, c'est-à-dire consommer des vidéos YouTube, des séries, des films en français, de lire, d'écrire en français. Voilà, vraiment
le meilleur moyen, c'est d'essayer le plus possible de s'immerser dans la langue française. Et c'est toujours bien, voilà, de trouver des stratégies, enfin des petites choses mémotechniques pour retenir ce vocabulaire. Moi, personnellement, par exemple, pour retenir du vocabulaire, je sais que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de visuels. Donc, essayez déjà d'apprendre à comment vous apprenez, qu'est-ce qui marche chez vous, et après, appliquer ça au français. Comment utiliser les pronoms en et y. Alors le pronom en, on l'utilise quand on a une phrase, un mot qui se forme avec de la, du ou de les. Par exemple, je fais du piano. Si j'enlève du piano, donc un pronom, ça sert à remplacer le nom. Je fais du piano, j'en fais. Y va remplacer le COD, enfin les subordonnées qui sont introduites avec la préposition à. Donc par exemple, je vais à la plage, donc j'y vais. Je vais à la plage, j'y vais. Donc voilà pour le pronom en. Alors est-ce que j'ai d'autres questions? Alors je vais reprendre du début parce que c'était les petites questions là pour voir s'il y en a d'autres. Hop, 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 hop. Un petit moment. Alors, for becoming professor, do we need masters in French or DELF is enough? Alors non, pour devenir professeur de français, vous devez soit avoir un master, une première année de master peut déjà vous servir à devenir professeur de français. Et sinon, il faut pas le DELF, mais le DAELF. Le DALF, je pense que je sais même pas comment ça se prononce. Donc ça, c'est un diplôme qui permet de devenir professeur de français. Mais si c'est pas votre langue maternelle, on va forcément vous demander un test, une attestation de niveau qui peut être le DELF. Donc je sais pas exactement quel niveau on va vous demander. J'imagine le niveau au minimum B2. Mais je suis pas sûre, pour ça il faut se renseigner. Je regarde s'il y a d'autres questions. Quel langage je parle, ça j'ai déjà répondu. Hop. Donc il y en a qui disaient que Tandem aussi est une bonne application pour trouver des amis en français, enfin francophone. How long you have been learning French? Depuis que je suis née, parce que c'est ma langue maternelle. Pourriez-vous nous recommander des comédiens français? Alors des comédiens ou des films? Alors sinon je peux vous recommander des comédiens qui jouent dans des films. Moi j'adore, je recommande vraiment tous les films de Louis de Funès. Donc c'est pas des films récents, c'est des films assez vieux, mais qui sont vraiment, enfin c'est des classiques. Sinon en film français, les films de Romain Duris. Il y a un très bon film de Romain Duris, donc notamment très connu, L'Auberge espagnole. Tous ces films sont bien, c'est des films assez profonds, c'est pas vraiment des comédies. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis pas très film français. On a déjà le film de Louis Funès, de Romain Duris. Les films d'Omar Sy aussi. Omar Sy est très réputé en France et même internationalement, donc vous pouvez regarder ces films. Comment je peux savoir qu'un mot est familier, formel ou soutenu? Très bonne question. La meilleure chose à faire, c'est de taper dans un moteur de recherche ou dans un dictionnaire en ligne comme Reverso ou l'internaute. Vous tapez le mot et normalement vous avez le langage, le registre de langue. Donc si vous mettez par exemple un mot et vous mettez définition, ça va vous indiquer à quel registre de langue ce mot appartient. Voilà. Ah oui, tous les livres de Marc Lévy, en effet, très bonne référence ici, Marc Lévy, qui est un auteur français très très connu et qui a des très bons romans. Comment utiliser le mot ouvrir? À quel moment dit ouvrir ou ouvert?
Alors, ouvrir, c'est le verbe, c'est l'infinitif. Ouvert, c'est le participe passé. Ok, donc par exemple, ouvrir, c'est le verbe. Donc on va dire par exemple, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Donc là, le verbe est conjugué. Et par contre, je peux dire, si j'ouvre la porte, je peux dire que la porte, elle est ouverte. Ok, donc ouvrir, c'est le verbe. Donc il va toujours être en action. Il y aura un sujet. Donc j'ouvre la porte, c'est moi le sujet. Par contre, ouverte, ça va être quelque chose qui est ouvert ou ouverte. La porte est ouverte. Ok, donc là, c'est vraiment une différence entre verbe et participe passé. Donc peut-être déjà savoir bien prendre connaissance de la différence entre un verbe à l'infinitif et un participe passé. Hop, top. Aimerez-vous devenir professeur dans un autre pays? Pour l'instant, j'ai principalement enseigné en Belgique, en présentiel. Après, maintenant, mon objectif a toujours été, et l'est d'autant plus maintenant avec la situation de la Covid-19, mon objectif est vraiment de donner des cours 100% en ligne. Ce qui est le cas en ce moment, et c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus intime, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de mes élèves quand j'enseigne en ligne que en présentiel. Hop. Bon, après, les questions pour parler français rapidement, améliorer votre français, ça, c'est toujours les mêmes questions. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle à part travailler beaucoup, s'amuser beaucoup, s'immerser dans la langue tous les jours. Voilà, comme j'ai dit, parlez le plus possible en français, écoutez le plus possible en français, écrivez le plus possible en français. Faites tout en français en fait. Quel est le mot le plus utilisé pour friends en français? Pote, copain ou ami? Alors, ça serait le plus utilisé, on va dire ami. Un ami, my friend, mon ami. Après, ça va être le registre de langue qui va être différent. Mon pote, c'est très familier, enfin c'est assez familier. Mon ami, mon copain, c'est plus du langage courant. Donc après, il faut voir le registre de langue utilisé. Hop, et c'est tout. Donc, il n'y a plus de questions. On va alors terminer ce live pour aujourd'hui, pour ce soir. Et je vous remercie d'avoir participé. Et ça a vraiment été un plaisir de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de live pour que j'en refasse.